Bonjour et bienvenue en ce jeudi 4 octobre sur mon blog Allume-Info. On va commencer tout de suite aujourd'hui avec les résultats du sondage de CNN suite au débat présidentiel qu'il y a eu aux USA hier entre Mitt Romney et Obama. Ce qui est intéressant, c'est la différence. 35% préféreraient voter pour Romney, 18% pour Obama. Ce qui est intéressant, c'est les 47% qui restent ne voteraient pour aucun des deux. Ça rejoint en fait ce que je disais hier sur la perte des écoutes pour les médias de masse, dans le fond, les téléspectateurs, les chaînes télé. Les chaînes télé, CNN, Fox, etc., qui auraient perdu 45% de leurs écoutes. Ça rejoint en fait ce résultat. 47% qui voteraient pour aucun des deux rejoindraient ça, dans l'idée dans laquelle c'est inutile, dans le fond, de voter pour l'un ou pour l'autre, vu que les politiques sont exactement les mêmes, que ce soit au niveau des politiques étrangères, politiques économiques. Les résultats seront exactement les mêmes, en fait. Donc, j'espère j'espère que la classe politique américaine va en prendre note et qu'il va falloir commencer à proposer un troisième parti de façon assez sérieuse aux États-Unis. Parce que je vois mal un président être élu avec 30% des gens. Pour lui, ça me paraît bizarre. Ensuite, en Espagne, assez sympathique aussi. Donc, l'Espagne avait augmenté suite aux mesures d'austérité qu'il y a eu depuis 2 ans à peu près. En 2 ans, donc, euh, l'Espagne a augmenté ses taxes énormément. Le chiffre exact, je ne sais plus parce que ça a augmenté à chaque fois de 10-15% à tous les 6 mois, on va dire. Donc, ça a été une pente assez raide. Le fait est que le gouvernement a reçu 2 tiers en moins de taxes par rapport à 2011. Par rapport à 2007, pardon. En 2007, le gouvernement espagnol a reçu 44,8 milliards d'euros en revenus de taxes. En 2011, il a reçu 17,8 milliards. L'article nous vient de CNNBC, by the way. Ça montre à quel point les mesures d'austérité sont inutiles, ça montre à quel point il est inutile d'augmenter les taxes, ça ne fonctionne pas au niveau gouvernemental, pas du tout, au niveau économique. Tout ce que ça fait, c'est que ça en donne plus aux banques. Parce que, c'est toujours pareil, si vous ne payez pas de taxes, l'argent va ailleurs. Donc, dans le fond, augmenter les taxes et les impôts, on a la preuve que ça ne marche pas. Perdre 2 tiers des revenus en 4 ans, c'est pareil, une chute assez énorme, assez sympathique à voir. En parlant de taxes, les Américains vont avoir une augmentation de taxes de 7,2% en 2013 sur leur propriété, assez sympathique, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, ça va pas marcher, c'est certain, ça va juste faire du mal à l'économie, et ils vont avoir encore moins de revenus de taxes, parce qu'il y aura moins de propriétaires. Fait du sens. Donc, je me demande en fait pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à ce point-là à augmenter les taxes dans tous les pays, surtout quand on voit les résultats. Je veux dire, il y a pas de, c'est pas de la magie en fait. C'est comme ils disent insane, hein, faire la même chose puis faire la même chose toujours et toujours puis attendre un résultat différent. C'est une bonne définition de la folie. Fait que je comprends pas trop pourquoi ils feraient ça, sachant que ça ne fonctionne pas jamais. Bizarre. En parlant des États-Unis, JP Morgan va être poursuivi pour fraude. JP Morgan est une des banques qui a été sauvée en 2008 au crash immobilier par le gouvernement qui est intervenu. Donc JP Morgan a été sauvé de la faillite, dans le fond, parce que la Banque fédérale, le gouvernement leur a dit « Ok, on vous donne de l'argent. Cet argent, vous allez l'utiliser pour le prêter aux gens en hypothèque, pour des demandes d'hypothèque. On vous garantit vos prêts. » Le problème, c'est que JP Morgan, au lieu de garantir les prêts des gens qui faisaient des hypothèques, a revendu ses liens. Donc, du coup, ils se font poursuivre pour fraude. C'est sympathique. Il y a toujours en venant de CNN, il y a un warning, en fait, un signal d'alerte, d'alarme, entre guillemets, nous explique que les investisseurs américains ont sorti 5,1 milliards d'argent de dollars de Wall Street, le dernier, en date du 26 septembre. Donc, c'est-à-dire que sur une semaine, il y a 5,1 milliards en moins dans les marchés des liens de Wall Street. Il y a eu 4,8 milliards en moins les 2 semaines d'avant. C'est
Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs sont en train de courir énormément. Ils sont en train même de sprinter, je dirais, pour sortir du marché. Donc il y a une sonnette d'alarme qui est en train d'être lancée qui explique que c'est l'enfant de la Banque fédérale, en faisant ces mesures quantitatives, puis ces QE à répétition, ce qu'elle fait, c'est qu'elle injecte de l'argent dans l'économie en rachetant des liens, etc., en espérant attirer les investisseurs là-dedans. Le problème, c'est que la Banque fédérale injecte la monnaie, mais les investisseurs continuent de courir. Et eux, ils retirent leur argent. Dans le fond, une des conséquences de ça, par exemple, est l'augmentation des marchés, l'augmentation du prix de la nourriture. C'est une des conséquences directes de ça. C'est marrant d'ailleurs parce que ça sort sur CNN puis il explique clairement que c'est la conséquence. Donc, je sais pas, il y a 3 semaines, on nous avait expliqué que c'était la sécheresse. Maintenant, on nous explique que c'est parce que la Banque fédérale injecte de l'argent. Il y a eu... c'est sympathique de prendre les gens pour des cons comme ça, donner des nouvelles raisons à chaque fois systématiquement. Bon, en tout cas, au moins cette fois-ci, selon moi, ils ont eu la bonne. À force d'imprimer de l'argent, ça fourre tout le monde et on se retrouve à payer des choses plus chères. C'est logique, ça fait du sens. Puis ils ont quand même mis 3 mois à y arriver, mais ils sont arrivés à dire la vérité. Bon, on va voir où ça va mener avec le reste, parce que je suis certain que ça ne va pas s'arrêter avec la nourriture. Tout en parlant des marchés de l'or et du silver. Une petite info, en l'an 2000, dans les années 2000, il y avait à peu près 0,8% de demande en silver pour la production des ordinateurs, puis des appareils, des cellulaires. Dans le fond, tout ce qui concerne l'électronique, les plaques électroniques, contient du silver à l'intérieur. Très peu, mais il en contient. Contrairement à l'or où il n'y avait pas de demande. En 2012, aujourd'hui, ça a énormément augmenté la demande du silver. Pourquoi? À cause du solaire, à cause de la technologie, tout ce qui est solaire à base de panneaux solaires, etc. Ils sont aperçus qu'avec mettant du silver là-dedans, ça marchait mieux. Du coup, en 2012, on se retrouve avec environ 60 millions de tonnes de demande pour le solaire en silver. C'est aussi également une des raisons de pourquoi ça augmente, donc pourquoi ça prend $10 par mois en plus au niveau du silver, au niveau du 11. Comme je disais hier, il était à $27 il y a 2 mois, il est aujourd'hui à 35. Et ça va continuer d'augmenter, d'autant plus que tout ce qui est à base de technologie solaire va être de plus en plus en demande, parce que le reste va être hors de prix. Donc les gens vont essayer de se tourner vers des énergies alternatives qui reviennent moins cher à la longue. C'est-à-dire que vous faites un gros investissement, comme par exemple une maison équipée de panneaux solaires. C'est un gros investissement à la base, mais après vous économisez énormément sur l'électricité. Donc ça va être de plus en plus en demande. Le prix des technologies solaires va également baisser, donc ça va être quelque chose à regarder. Si vous avez une maison, je vous conseille fortement de regarder là-dedans. Ils ont fait énormément de progrès. Mais bon, tout ça pour dire également que le silver va continuer d'augmenter. Donc je reste sur mon conseil de acheter du silver si vous en avez l'occasion. À ce propos, j'ai une question d'une personne qui écoute le blog. Comment se procurer du silver? C'est assez simple en fait. Alors vous avez un site qui s'appelle canadianpmx.com, donc canadianpmx.com. Moi, je vous donne ce site-là, je ne suis pas du tout associé à eux. C'est simplement parce que c'est par eux que j'en ai acheté. Donc je sais qu'ils sont fiables. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter des coins, des silver coins, non pas des lingots. Pourquoi? Parce que le silver, c'est justement, ça vous permet de devenir votre propre banque, entre guillemets. C'est-à-dire que vous stockez votre silver à la maison. Je vous déconseille de le stocker dans une banque, parce que si elle ferme demain, vous êtes faite. Donc ça vous permet de stocker un petit peu de silver chez vous. Puis si jamais vous avez besoin de cash, il suffit de le prendre puis d'aller le vendre. Comment le vendre? Je sais qu'il y a plusieurs magasins, par exemple dans Montréal, qui vendent des métaux précieux et qui les rachètent. Donc la plupart du temps, ils vont vous racheter entre 10 et 15% de moins que le prix du once du marché. C'est-à-dire que s'il est aujourd'hui à 35,
ils vont vous le racheter à 33 et quelques la pièce. Parce que les pièces, les silver coins, les maple leaf, c'est ce que je prends d'habitude. Les maple leaf c'est des pièces des silver coins de 1 once. Donc, dans le fond, pourquoi j'insiste autant sur le silver, c'est parce que, comme je vous ai dit, les prix vont énormément augmenter. Il va y avoir une inflation, c'est sûr et certain. Certainement à partir de novembre, à partir du moment où les élections sont faites. Il y a énormément de warnings qui sortent à droite et à gauche sur les marchés en ce moment. Comme je vous dis, les investisseurs sont en train de se tirer, etc. Donc les commodités vont augmenter et les métaux précieux vont augmenter avec, sans compter la demande industrielle pour le silver qui va énormément augmenter aussi. Donc du coup, si vous achetez quelque chose maintenant qui demain vaut plus cher, vous faites évidemment une plus-value. Donc quelque chose que vous allez acheter aujourd'hui 27 dollars comme une pièce de silver, si vous la revendez dans 6 mois, il y a certaines projections à plus de 90 dollars le once, donc si vous l'achetez aujourd'hui à 27, dans 6 mois elle est à 90. Évidemment, vous faites des gains, mais le but, c'est surtout, comme je disais, de protéger vos investissements, de protéger votre argent. C'est-à-dire que dans le fond, si vous achetez, si votre steak aujourd'hui coûte 20 dollars, puis que dans 6 mois, il en vaut 30, si aujourd'hui, vous l'investissez dans du silver, puis que vous revendez ça dans 6 mois, votre steak, c'est comme si vous continuez à le payer 20 dollars, dans le fond. Donc là-dessus, il y a c'est une façon énormément de se protéger contre les marchés, contre l'irrégularité des marchés, contre le crash qui s'en vient d'une façon assez inévitable, surtout aux États-Unis. Donc ça, c'était pour comment acheter du silver. Et ceci étant dit, ne le stockez pas dans une banque, dans des safe box, etc. Ne stockez pas ça là-dedans parce que comme je vous dis, si demain elle est fermée, c'est fini. Si vous avez besoin de cash à minuit, un soir, le silver, il y a toujours la possibilité de l'échanger. Si la banque est fermée, non, vous pourrez pas. Et il y a des chances que la banque ferme pour des raisons X ou Y. Et à ce moment-là, ça devient assez difficile de récupérer ces safe box. Donc je vous conseille vraiment de le garder avec vous. Considérez, on dit sur les marchés du silver, si vous ne l'avez pas dans les mains, vous ne le possédez pas. Donc c'est pas mal ça en fait. Un article, une TVA nouvelle, SNC-Lavalin qui veut opérer Gentilly 2, pour la raison que SNC-Lavalin pense que le gouvernement n'a pas fait toutes les études nécessaires avant de déclarer qu'il voulait fermer Gentilly 2. Alors, c'est marrant tout le tapage médiatique qu'il y a là-dessus, sur Gentilly 2 et sa fermeture. Ok. Je comprends pas tout ça. Je comprends pas pourquoi il y a des compagnies du genre de SNC-Lavalin qui tiennent absolument à garder Gentilly 2 là-dedans. Je vais être honnête, toute cette histoire est en train de devenir de plus en plus louche. Au niveau du nucléaire, chacun a son opinion. Personnellement, j'ai vu ce que ça a donné à Tchernobyl, on a tous vu, j'ai vu ce que ça a donné à Fukushima, j'ai vu les différentes leaks qu'on peut voir à chaque fois qu'il y a des tremblements de terre. La première chose qu'on va regarder, c'est s'il n'y a pas des centrales nucléaires à droite ou à gauche. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Personnellement, non, je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas que le Québec en a besoin en tout cas. Éventuellement au milieu de l'Afrique et encore, mettre des panneaux solaires serait beaucoup plus utile. Donc ça c'est mon avis. Par contre, je comprends pas pourquoi tout ce tapage médiatique sur Gentilly 2. C'était quoi qu'ils faisaient là-bas pour la raison pour laquelle ils veulent absolument le tenir en vie pour 800. On parle de 800 jobs à peu près perdus. On parle avec des aides pour les personnes, pour ses employés, pour retrouver un job. C'est quoi le problème avec cette centrale-là? C'est quoi qui se passe exactement? Selon moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Je suppose qu'on va trouver la raison à un moment ou à un autre, si éventuellement il la ferme et qu'il la démonte. S'il la démonte pas, je suppose qu'on trouvera rien. En tout cas, on va voir où ça s'en vient. J'espère que là-dessus, le gouvernement péquiste va garder sa direction. Encore un petit article sur canoë.ca. Cet article parle des privilèges des échanges entre le Québec et les États-Unis. Dans le fond, cet article il vous dit il faut absolument ouvrir les marchés. Ils ont été ouverts, c'est déjà extrêmement bien. Ça fait 25 ans, les business ne changeraient pour rien au monde, tout ça.
Ouais, faut là-dessus pour moi il y a les médias sont en train de nous pousser de ce côté-là pour une globalisation plus grosse, rassembler le Canada avec les États-Unis. On a entendu parler aussi de l'Union transatlantique, transpacifique, quelque chose comme ça entre Mexique, États-Unis puis Canada. Euh, ok, faut faire énormément attention à ça parce que ça veut dire que au lieu d'avoir notre banque centrale au Canada, leur banque centrale fédérale américaine, leur banque au Mexico, on va tous avoir une seule et mec banque centrale. Ça va être encore plus difficile à toucher, ça va être encore plus difficile à contrôler. On voit ce que ça donne en Europe, de mettre tous les pays ensemble pour une seule et même cause. On comprend également que ce n'est pas nécessairement pour le bienfait des gens, mais plutôt pour le bienfait des corporations. Euh, Personnellement, je suis beaucoup plus pour un retour à une économie locale, retour à des échanges locaux, manger local. On sait également Monsanto qui est derrière dans les échanges internationaux. Si on peut éviter ça, puis à la place aller se fournir chez le petit fermier à côté, ça va être beaucoup mieux pour votre santé d'une part, puis d'autre part, ça fait marcher l'économie locale. Je pense que c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut se diriger plutôt que pour une globalisation absolument, puis des banques centrales encore plus grosses, puis ça veut dire qu'il y aura un gouvernement au-dessus des gouvernements de chaque pays, de la même façon qu'il y a en Europe. Non, c'est vraiment pas la solution pour moi, puis ils sont en train de pousser ça dans les médias, donc faites attention quand vous voyez ce genre de message-là, ce genre d'article-là, vous laissez pas berner, le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de globaliser, puis de rendre des choses encore plus difficiles à toucher pour les gens. Donc c'est ça. Donc c'était tout pour ce soir. Je vous dis à demain ou à lundi, ça dépend s'il y a de quoi qui se passe. Généralement en fin de semaine, les news sont assez vides, on va dire, parce que les marchés sont fermés, il n'y a pas grand chose qui se passe. En tout cas, s'il y a quelque chose qui se passe, il y aura un épisode. Sinon, on se reparle lundi. À plus.